Alors bonjour, cette nouvelle vidéo sera consacrée à l'étude d'un phénomène qu'on peut déduire des relations de Snell-Descartes pour le comportement de la lumière à l'interface de séparation entre deux milieux optiques. Or, vous vous rappelez bien que la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit comme suit. Si on a deux milieux d'indice optique N1 respectivement N2 et on a un rayon lumineux qui provient du milieu d'incidence d'indice optique N1 vers le milieu d'émergence d'indice optique N2. Alors la loi de Snell-Descartes s'écrit comme suit. N1 sinus de N U1 égale N2 sinus de N U2. Alors, pour alléger les écritures, on va noter I, l'angle d'incidence, et R, l'angle d'émergence, l'angle de réfraction. Voilà. Donc j'aurai ici N1 sinus de I égale N2 sinus de R. En maintenant, étudions les conditions d'existence du rayon réfracté. Voilà. Alors pour faire cette étude, on a deux cas possibles. Le premier cas, c'est que le milieu d'incidence possède un indice optique inférieur à celui du milieu d'émergence. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a, selon la loi de Snell-Descartes, on a sinus de R égale N1 sur N2 fois sinus de I. Alors on sait que sinus de I, elle est inférieure à 1. Et N1 sur N2, elle est inférieure à 1. Ce qui implique que sinus de R est toujours défini. Et par conséquent, le rayon émergent, le rayon réfracté existe toujours. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque N1 est supérieur à N2. Voilà. Or, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura sinus de R j'aurai sinus de R égale N1 sur N2 sinus de I
comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est vrai que sinus de i, il est toujours inférieur à 1. Mais le problème se pose au niveau du rapport n1 sur n2, elle est supérieure à 1. Donc on ne peut rien dire sur le produit des deux. Est-ce qu'il sera inférieur ou supérieur à 1? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cas extrême. Ça veut dire lorsque sinus de R égale à 1. Ça veut dire que j'aurai n1 sur n2 sinus de i. Alors je vais noter cet angle spécial, IL. Il est égal à 1. Ça veut dire que sinus de IL, il est égal à N2 sur N1. Alors maintenant, on sait que le sinus, c'est une fonction croissante entre 0 et pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le sinus de R, le sinus de R, j'aurai le sinus de R va augmenter si sinus de I augmente. Alors la valeur maximale pour R, elle est atteinte, ou la valeur maximale du sinus de R, elle est atteinte pour I égale IL. Alors maintenant, si I est supérieur à IL, le sinus de R cesse d'exister. Parce qu'on ne peut pas avoir un sinus de R, pour la simple raison, c'est que sinus de R ne peut pas, elle est toujours inférieure ou égale à 1. Donc on ne peut pas dépasser 1. Pour IL, on est déjà à 1. Ça veut dire que au-delà de IL, le rayon réfracté cesse d'exister. Et on appelle IL angle limite. Alors maintenant, le rayon incident, il est dirigé où? S'il ne peut pas passer de l'autre côté, ça veut dire s'il n'apparaît pas du côté du milieu d'émergence, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, tout simplement, on aura le phénomène de réflexion totale. Voilà. Donc pour I supérieur strictement à IL. Alors pourquoi on appelle ça réflexion totale? Parce que la réflexion comme phénomène est toujours présente. Quelle que soit la valeur de N1 et N2. Donc la réflexion, elle est toujours là. Et
elle est toujours présente, mais sa présence, disons qu'elle est partielle. On parle de réflexion partielle. Ça veut dire qu'une partie de l'énergie, il est transmis dans le rayon réfracté, et une partie, il est réfléchi. Quelle que soit la valeur de N1 et N2, qu'il s'agit du cas où N1 est supérieur à N2, ou N1 est inférieur à N2. Mais lorsqu'on se place dans le cas où N1 est supérieur à N2, avec la condition avec I supérieur à IL, alors le rayon réfracté n'existe plus. Et on aura réflexion totale du rayon lumineux. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est que toujours lorsqu'on passe d'un milieu d'indice optique N1 supérieur à l'indice optique du milieu d'émergence N2, alors il faut faire attention à l'angle d'incidence. Est-ce qu'il dépasse l'angle limite ou là est-ce qu'il est inférieur à l'angle limite? S'il dépasse l'angle limite, ça veut dire qu'on n'aura plus de phénomène de réfraction, mais on aura seulement la réflexion totale. Par contre, s'il est inférieur à l'angle limite, on aura les deux, on aura la réflexion partielle et le rayon réfracté. Les deux phénomènes existent simultanément. Alors passons maintenant à une autre chose. Comment on peut faire la détermination de la direction du rayon émergent ou la réfléchie sans faire de calcul, sans utiliser les lois de Snell-Descartes? C'est ce qu'on appelle la construction géométrique des rayons réfractés et réfléchis. Alors maintenant, on va prendre une interface simple sous forme de droite. Voilà. Ça, c'est l'interface de séparation entre les deux milieux. Je vais la noter sigma. Alors, je vais prendre un cercle. Prendre en bleu cette fois-ci. Changer de couleur. Voilà. Un deuxième cercle. Voilà. Alors les deux cercles sont concentriques. Alors je vais tracer la normale à l'interface. Voilà la normale à l'interface. Voilà, c'est bon. Alors prenons un rayon. Alors tout d'abord, je vais spécifier que le rayon de ce cercle, c'est N2. Et le rayon de ce cercle, c'est N1. Voilà. En prenant un rayon incident avec un certain angle, et je ne m'intéresse pas maintenant à
la connaissance de l'angle. Alors, dessinons ça sans... Je vais l'extrapoler. Alors, le rayon incident, en principe, il doit s'arrêter au point I, mais je trace son extrapolation jusqu'à ce qu'il rencontre le deuxième cercle au point J. Voilà, ça c'est le point de rencontre avec le deuxième cercle au point J. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de tracer la normale qui passe par le point J, la normale à la surface qui passe par le point J. Voilà. Ça, c'est la deuxième normale qui passe par le point J. Voilà, je m'excuse, c'est pas ça. Je dois prendre le point J, le point d'intersection, avec... alors, j'efface ça, c'est pas ici, point d'intersection. La normale, je vais la prendre. Elle doit passer par l'intersection avec le cercle d'indice de rayon N1 dans le milieu d'émergence. Ça veut dire que je vais prendre la normale qui passe par ce point là. Voilà. Or, l'intersection avec le deuxième cercle, je vais la noter G', d'indice ou de rayon N2, va me donner la direction de le rayon émergent. La direction de le rayon émergent, ça sera ça. C'est le point qui passe par J'. Voilà. Donc maintenant, j'ai la direction de le rayon émergent. Ça, c'est l'angle de réfraction. Ça, c'est l'angle d'incidence. Voilà. C'est comme ça qu'on fait la construction. Alors, si on veut avoir la direction de le rayon réfléchi, la réflexion partielle, donc je vais prendre le rayon réfléchi dans une autre couleur. Voilà. Donc, ça sera tout simplement... Voilà. C'est ça le rayon réfléchi. C'est la droite qui passe par le point J3. Voilà. Qui relie le point d'incidence I à J3. Donc ça, c'est le rayon réfléchi. Et je vais noter l'angle ici. I'. Voilà. Donc ça, c'est la construction géométrique. Et vous voyez bien qu'on n'a pas utilisé ici de calcul. Juste des considérations géométriques pour tracer la direction de le rayon réfracté et celle